C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, je reçois pour vous le prince Willy Michiki. Il est président national de l'UNANA, parti politique, membre du regroupement politique AFDCA. Bienvenue, monsieur le prince. Merci pour l'invitation. Et je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation. Tout à fait. Très bien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je sais que dans l'opinion, vous êtes assez connu. Vous avez été plusieurs fois membre du gouvernement. Vous êtes quand même un politique outillé qui connaît bien le rouage de la politique congolaise. Oui, tout à fait. J'étais ministre la première fois à 26 ans. J'étais le plus jeune ministre ici à l'agriculture et au développement rural. Donc, j'ai fait toute ma vie pratiquement dans la politique active. Ouais. Très bien. Mais pourquoi on vous appelle prince? On m'appelle prince puisque je suis chef coutumier des Wanyanga à Walikale, justement. Ah bon? Donc, prince, Mais pas... jamais on vous a vu avec des tenues de chef oui, coutumier. Oui, mais j'emporte quand il y a des cérémonies et j'ai mon intérimaire qui gère là-bas. Et de temps en temps, je m'y rends. C'est pourquoi, vous voyez, j'aime toujours les gens parce que je suis habitué à vivre avec les gens autour de moi. Mais les chefs qui habitent la capitale, vous n'êtes pas proche de votre base? Non, je m'y rends, j'ai des obligations ici. Je suis chef aussi du parti au niveau national et le siège de mon parti est ici. Mais j'ai aussi des activités ici extra à coutumière à Kinshasa qui m'obligent de rester, mais régulièrement. Donc vous avez hérité de cette chefferie, vous avez hérité cela vous êtes dans une famille oui, je suis régnante. Dans la famille. Déjà, mon grand-père, c'était le grand chef. D'ailleurs, les noms que je porte, les postes-noms de Bouini. Bouini, c'est le tout premier chef coutumier donc, de Banyanga. Donc, c'est vraiment lui qui a été le premier chef coutumier. Et nous sommes les arrière-grands-parents de Bouini, sont venus de l'Égypte. Donc, nous sommes les descendants des pharaons. Donc, rappelez-vous que les pharaons étaient des noirs. Donc, moi, je suis un jeune ici, les sangs égyptiens, dont les sangs des pharaons. Nous avons été, lorsque l'Égypte fut envahie par les Turcs, alors et ils persécutaient les noirs, on ne savait pas où aller. Nous avons suivi le fleuve Nil jusqu'à la source du fleuve Nil, qui est en Ouganda. Nous avons passé quelques années en Ouganda, puis nous avons traversé pour venir chasser les pygmées à l'est du Congo et installer notre royaume Nyanga à l'est du Congo, à Walikale précisément. Très bien, donc vous êtes quand même quelqu'un qui connaît bien, en tout cas, le Congo. Tout à fait, je connais le Congo. Je dis que nous tous, nous sommes les produits des différentes migrations. Mais à certaines périodes, évidemment, quand je vous parle là-bas, il y a des centaines d'années. Oui, des siècles quand même passés. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au sein de l'AFDCA? Oui, en fait, comme vous le savez très bien. Parce que c'était quand même un événement, c'était médiatisé, c'était, en tout cas, votre adhésion à l'AFDCA a été objet de grands bruits. Oui, parce que les gens ne comprenaient pas, puisque j'ai adhéré à l'AFDC allié à une époque très délicate où on croyait que le sénateur honorable professeur Modeste Bahati était isolé. Et les gens n'ont pas compris comment quelqu'un qui quittait la Mouka, qui avait le vent à poupe, et adhérait dans l'AFDC et allié. Mais moi, personnellement, j'ai toujours cru à la personne du sénateur Bahati et j'ai cru à la politique et au dynamisme de l'AFDC allié, puisque la majorité de ces leaders viennent de la société civile. Et j'étais révolté moi-même de voir les frustrations dont les sénateurs Modeste Bahati étaient victimes et l'AFDC allié. On leur a ravi les partis, on a ravi les regroupements, on a pris leurs droits étaient bafoués par certaines autorités. Vous êtes venu au secours de Modeste Bahati pendant des moments où il était coincé, pendant des moments difficiles. Moments difficiles. Donc vous êtes allié au moment difficile. Difficile puisque j'écris en lui, j'écris aussi au combat mené par l'AFDC allié. Et aujourd'hui, on nous donne raison, nous sommes contents. Comme toujours, vous faites les prophètes. Les prophètes, parce que je voyais déjà de loin, même au niveau de la Mouka, on me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bahati est un homme fini. Moi, j'ai dit, non, je ne joins pas un individu, j'ai joint une vision. Bahati avait une vision, et je crois que même aujourd'hui,
nous devons dire qu'à l'Union sacrée, il y a une des forces vraiment qui a porté le plus, c'est l'AFDC est allié, et on a vu même aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard que le chef de l'État l'ait désigné comme informateur. Il a réussi, dans des moments très difficiles, à un temps très record, de rassembler toutes les forces fédérées et dégager une majorité avec 391 députés nationaux, ce qui ne s'est jamais fait ici dans des coalitions antérieures. Une petite question, en tout cas de curiosité, Prince Willy Michiki, d'où vient ces talents de prédiction? Ça vient de votre sang de chefferie ou quoi? Parce que finalement, vous êtes devenu quelqu'un qui prédit comme par aventure des événements et puis des événements qui arrivent. Oui, en fait, d'abord, je suis d'abord un chrétien, je crois en Dieu, et je suis quelqu'un que Dieu utilise dans plusieurs événements. Rappelez-vous, j'étais ministre à 26 ans dans ce pays, c'était impassable. Et lorsque je le disais, je suis engagé en politique depuis l'âge de 16 ans. Je suis dans la politique active. Donc, je vous dis... Donc, c'est par vocation que vous y êtes. C'est par vocation, mais aussi Dieu m'utilise dans beaucoup de choses. Je ne dis pas que je suis parfait, mais lorsque je dis des choses, malheureusement ou heureusement, ces choses-là finissent par se réaliser. Rappelez-vous, il y a quelques mois, 3 mois, 4 mois, lorsque je parlais que le FCC c'était des mini-frétins, il n'y avait rien, personne ne me croyait. Lorsque je parlais de la nouvelle majorité, et je donnais même des chiffres, 267 députés nationaux acquis pour l'Union sacrée, personne ne pouvait imaginer ça. Lorsque je disais bye bye Alexis, bye bye Janine, il y a quelques 2 mois, 3 mois, personne ne pouvait me croire. Mais aujourd'hui, c'est la vérité. C'est pourquoi moi j'ai dit encore toujours la même chose qu'aujourd'hui, c'est le temps de Félix Tshisekedi. C'est un oint de Dieu. Nous n'avons pas intérêt à combattre Félix aujourd'hui. Dieu l'a choisi parmi nous. Mettons toutes nos forces autour de cette vision actuelle qui est l'Union sacrée et voyons ce que ça peut donner dans les 3 ans à venir. Alors, les castings des différents candidats de premier ministrable, en tout cas, figuraient en grande priorité, en disant en grande... comment je peux dire ça il y avait beaucoup plus de chances que ce soit Modeste Bahati Lukwebo. Et finalement, le choix est allé vers Sama Lukonde. C'est une déception quand même pour l'AFDCA? Non, ce n'est pas une déception puisque d'abord au niveau de l'AFDC allié, nous avons dit que nous allions prendre tout ce qu'on va nous donner. Puisque notre combat, ce n'est pas à la recherche de postes. Vous savez, Bahati Modeste, c'est un homme d'abord d'affaires, c'est quelqu'un qui est... Un homme modeste. Donc c'est quelqu'un qui ne court pas derrière les postes. Il a été plusieurs fois au gouvernement, il a vraiment brigué tout ce qu'on peut, et puis il est sénateur. Il a un mandat du Sénat en poche. Donc tout ce qui nous au niveau de l'AFDC allié, nous sommes insurgés contre les injustices, les frustrations. Vous savez, l'AFDC allié vient de FCC. C'est la deuxième force politique aux élections après le PPRD. Le PPRD a 52 députés et alliés, AFDC allié 41 députés. Et c'était tout à fait normal qu'une force aussi importante que l'AFDC allié puisse au moins diriger une institution. Ce qui n'a pas été le cas. Vous connaissez, Bahati était Modeste, était candidat au Sénat. Vous savez ce qui s'est passé. Et c'est ça qui a révolté les gens. Même moi, j'étais dans la MOUCA à l'époque. La MOUCA m'a autorisé de battre campagne pour Bahati Modeste, qui était dans le FCC, puisque même nous, au niveau de la MOUCA, nous étions un peu gênés de constater qu'on ne peut pas accepter une telle injustice. On s'est dit notre famille. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que Bahati Modeste et Lukwebo réunissaient toutes les conditions pour être Premier ministre. D'abord, sa famille politique, son regroupement, c'est le premier regroupement aujourd'hui dans l'Union sacrée, avec 41 députés. Si on prend les regroupements qui ont préparé aux élections, suivis par l'IDPS et Alliés, avec 32 députés, mais nous sommes des démocrates. Lorsque nous avons constaté que... Mais l'ensemble pour la République, à toi... Non. L'ensemble pour la République n'a pas... n'existait pas encore. Non. L'ensemble n'a pas pris part aux élections. C'est comme on a toujours dit au FCC que vous avez ramassé déjà parti par là. Non, l'ensemble n'existe pas. Et lorsque vous prenez le G7, AR et MS, AMK et MS, qui sont de
regroupements politiques qui ont pris part aux élections, les 4 là font exactement 60 députés. Vous savez, les Congolais ne lisent pas. Moi, je suis allé faire des recherches à la CENI. Je vois les élus de chaque regroupement, les élus de la liste définitive telle qu'est publiée par la Cour constitutionnelle. Donc, tous ces 4 là n'ont que 60 députés. Et là, 72? Non, 60 députés. Je vous dis, je vous renvoie à la... Parce que vous savez, le problème des Congolais, les Congolais ne lisent pas. Je vous dis, regardez la liste définitive de la Cour constitutionnelle, AMK, G7, MS, AR, Alternance pour la République, n'ont que 60 députés. Et les 60 députés-là, lorsque nous parlons de l'identification de la majorité, on ne peut pas les mettre ensemble puisque ces regroupements ont été aux élections d'une manière distincte. Mais s'ils font une coalition aujourd'hui, de ce qu'on appelle ensemble, ils n'ont que 60 députés. Et on ne peut pas prendre, or la Constitution est claire, c'est qu'on prend le Premier ministre dans la majorité. Et la majorité, c'est nous tous, c'est l'union sacrée. Donc c'est pourquoi nous avons soutenu les choix opérés par les chefs de l'État à la personne de Sama Lukonde Kenge, puisqu'il vient de la majorité, il vient de la MOCA, puisque l'ensemble est une sous-composante de la MOCA. Donc il vient de la MOCA et pour nous, choisir un Premier ministre qui vient de la MOCA, ce n'est pas mauvais. Puisque nous avons encore d'autres... Mais comment est-ce que ça s'est fait? Puisqu'il y a eu quand même certaines grandes gueules de l'ensemble qui ont dit que ce n'est pas Moïse qui a envoyé Sama. Donc, comment est-ce que le mode de choix devait être comment? C'est comme FCC Cash où l'autorité morale devait choisir? Non, exactement aussi. Même lorsqu'on a choisi Ilunga Ilukamba, le FCC qui devrait présenter la candidature a donné plusieurs noms. Je ne vais pas les citer ici. Mais parmi ces noms-là, le chef de l'État, comme c'est un pouvoir discrétionnel et constitutionnel, le chef de l'État, de choisir le Premier ministre dans la majorité, il a porté son choix sur Ilunga Ilukamba, qui à l'époque semblait être moins conflictuel. Mais aussi la même chose aussi que l'ensemble pour le changement a présenté plusieurs noms et le chef de l'État a porté son dévolu, malheureusement ou heureusement, si Sama Lukonde qu'il connaissait bien, puisque non seulement que Sama a été DG de la GKMI, donc il a quand même une certaine expérience, mais c'est quelqu'un aussi avec qui on a été dans les rassemblements. Donc il connaît son parcours, c'est quand même quelqu'un qui a des convictions. Vous savez, un jeune de 39 ans, à peine nommé 9 mois après ministre, pour des convictions personnelles, et des réseaux personnels, puisqu'il fallait défendre la ligne de son parti, ACO, à l'époque, dirigé par l'honorable Dani Banza, que j'ai sali, il a accepté de démissionner. Il pouvait dire, moi je m'en fous comme les autres, je reste au gouvernement. Hein? Avec le G7? Avec les G7, les MS à l'époque, donc ils ont tous quitté le gouvernement, et je me rappelle même le fait Pierre Lumbi, qui était conseiller spécial en matière de sécurité, a démissionné aussi. Ce sont des choses qu'il faudrait quand même encourager pour dire que dans ce pays, nous avons des gens qui ont des convictions. Et c'est comme ça, moi j'ai dit que quelqu'un comme lui ne sera pas comme quelqu'un là, comme son prédécesseur, qui attendait que Néhémie appelle, ou Chadari appelle, ou Minako appelle, ou Yémé appelle. Il dit non, même pour démissionner, il doit aller à Lumbashi, demander des avis. Un homme d'État ne se comporte pas comme ça. Un homme d'État... Donc avec Sama, il ne sera pas obligé d'aller consulter Moïse Katumbi. Non, il ne pourra pas, et avoir des orientations pour... Non, c'est ce que nous ne voulions pas. Puisque Sama, c'est tellement quelqu'un... Puisqu'aujourd'hui, Sama sera investi par l'Assemblée nationale. Donc il n'a des comptes à rendre qu'à l'Assemblée nationale. Donc à la représentation nationale. Donc c'est pourquoi nous voulons... Je ne disconviens pas qu'il puisse consulter quand même ses partenaires politiques. Mais lorsqu'on devient chef du gouvernement, on n'appartient plus à une famille politique. On appartient à l'ensemble de la communauté internationale. C'est comme aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Il ne doit plus recevoir des injonctions de son ex-famille politique FCC, puisqu'il appartient aujourd'hui à la communauté nationale. Et c'est ça aussi être leader. C'est pourquoi je crois que Sama Lukonde doit se considérer aujourd'hui comme un véritable chef du gouvernement. Pas de l'ensemble, pas de la MOCA, pas de l'Union sacrée, même pas de l'Union sacrée. Il doit répondre aux besoins des Congolais. Il représente la nation. Ça, c'est important. Pas c'est le chef de l'État qui va dans la nation, mais il représente la République.
C'est important. Très bien. Alors, on avait attendu beaucoup de mois, en tout cas lors de la formation du premier gouvernement. D'abord pour la nomination, rien que pour la nomination de Ilunga. Ilunkamba, ça a pris beaucoup de temps, il fallait négocier. On cherchait l'oiseau rare, mais finalement, qui a été quand même conflictuel. Aujourd'hui, ça n'a pas traîné. On a un nouveau Premier ministre. Vous estimez que cette fois-là, les castings seraient mieux? Oui, aujourd'hui, maintenant, c'est tout à fait différent. Vous avez vu même que ça n'a pas pris, après la remise du rapport préliminaire de l'informateur au chef de l'État, puisque j'ai dit préliminaire, puisque la mission de l'informateur continue. Il doit identifier encore la majorité au niveau du Sénat et descendre aux assemblées provinciales, puisque l'union sacrée, ce n'est pas seulement au niveau national, mais c'est aussi au niveau provincial. Donc, vous avez constaté que dans un laps de temps, moins d'un mois, on a aujourd'hui un Premier ministre. Donc, c'était facile, puisqu'il y a l'homogénéité au niveau de l'union sacrée. Donc, il n'y a pas de problème. Et je vous dis, il n'y a aucun regroupement de l'union sacrée aujourd'hui qui pourrait contester ces choix-là. Puisque nous avons été tous consultés et nous avons donné notre quitus pour que Sama soit Premier ministre, d'autant plus que c'est un bon choix pour nous. On fait confiance au chef de l'État à travers la vision de l'union sacrée. Donc, et maintenant, la formation du gouvernement, évidemment, la Constitution est claire. C'est le Premier ministre qui consulte et propose au chef de l'État. Évidemment, nous attendons, en tant que regroupement politique et membre de l'union sacrée, prendre langue avec les nouveaux formateurs qui est de surcroît le Premier ministre, mais ce sera facile pour lui puisque le gros du travail a déjà été fait par l'informateur. Et d'ailleurs, l'informateur qui est allé déjà lui remettre tous les rapports de tous les travaux qu'il a fournis, mais quand même, le Premier ministre lui-même aura encore besoin de dialoguer, de parler avec des forces en présence. Oui, puisque l'informateur détient beaucoup d'informations, puisque c'est lui qui a dégagé cette majorité-là. Donc, il y a quand même des gens qui, avant d'adhérer, ont posé des préalables. Et c'est une caution que l'informateur leur a donnée. Donc, je crois que le Premier ministre aura tout intérêt à collaborer dans la formation du gouvernement avec l'informateur pour qu'il ne puisse pas avoir de flottement ou de mécontentement à la fin. Et je suis content que l'informateur même, après la rencontre officielle avec le Premier ministre, il a dit quelque chose de très important, que les membres du gouvernement ne seront pas seulement puisés dans la majorité parlementaire, donc ceux qui ont des députés et sénateurs, mais aussi en dehors, puisqu'il y a aussi des personnalités politiques ou de la société civile qui peuvent aussi apporter les Finalement, le Congo, c'est pour tous les Congolais. Hein. On ne peut pas limiter le gouvernement seulement à des acteurs des partis politiques. Non, pas du tout. Même on a vu, même avec le gouvernement Ilunkamba, il y a des gens qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale, mais qui ont eu des ministres. Par exemple, les ministres délégués des personnes handicapées, c'est une couche importante qu'on ne peut pas ignorer. Il faut penser aussi aux aveugles, il faut penser aux couches défavorisées, aux sourds-muets, qui devraient en principe être aussi représentés au niveau du gouvernement, même s'ils n'ont pas de représentants dans les organes législatifs. Alors parlons-en quand même, ces gouvernements, parce que là où les Romains s'empoignardent, c'est là où parfois le violon ne s'accorde pas, parce que chaque membre qui est venu adhérer à l'Union sacrée, ce n'est pas pour de beaux yeux, chacun attend un feedback, n'est-ce pas, occuper un poste quelque part. Cependant, tout le monde ne peut pas être au gouvernement, d'où il faut s'attendre à des frustrations. Oui, et c'est tout à fait normal, puisque d'abord, le but principal de la création d'un parti politique ou d'un regroupement politique, c'est la conquête des pouvoirs. Tout le monde voudrait acquérir. Mais moi, j'ai dit aux gens que ça, ce n'est pas un gouvernement qui est ici des élections. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement, je peux dire, des coalitions et des transitions. C'est le chef de l'État qui a voulu, il est de bonne foi, il a dit, mes 3 ans qui restent, je vais les partager avec mes compatriotes congolais. Donc il ne faut pas être très exigeant comme si on avait gagné les élections. Donc ça, c'est tout à fait vraiment différent. C'est pourquoi moi j'ai dit, j'en appelle aux uns aux autres, qu'il sera impossible de satisfaire tous les regroupements aujourd'hui. Nous sommes presque 25 regroupements politiques qui sont dans l'Union sacrée.
en plus d'un indépendant, qui est votre collègue, même Ipakala, qui est député national, indépendant, élu indépendant. Donc, moi, je crois que ceux-là qui ne vont pas se retrouver dans le gouvernement, ils pourraient se retrouver, par exemple, dans les entreprises publiques, dans la diplomatie, dans les services importants de l'État, où aussi on a besoin aussi d'une représentation de l'Union sacrée. Donc, l'essentiel pour nous, c'est quoi? L'essentiel pour nous, d'abord, c'est de créer des conditions favorables à ce que les réformes étant énumérées par les chefs de l'État, qui constituent en soi son programme du gouvernement, soient rapidement exécutées avec les concours de la nouvelle vision à l'Assemblée nationale. Alors, une petite question, monsieur Prince Willy Michiki. Est-ce que l'Union sacrée pense aussi à la petite territoriale? Quel est le sort, parce qu'il n'y a pas eu des élections locales, le sort de bourgmestre, le sort des maires de ville, le sort des administrateurs du territoire, le sort des chefs de collectivité, actuellement on les appelle comment? Les chefs de secteur. Voilà, tous ces gens-là qui devaient être élus au niveau des élections locales, hein, et puis ils sont restés là depuis des années. Est-ce que l'Union sacrée va penser aussi, puisque le développement doit commencer par la base? Oui, au niveau de l'Union sacrée, nous pensons qu'il sera très difficile d'organiser les élections de la base. Ça demande beaucoup de moyens. Je crois que nous devons d'abord, même au cours de cette session parlementaire du mois de mars, de nous focaliser d'abord sur la mise en place d'une nouvelle CENI. Puisque lorsqu'on parle d'élections, il faut d'abord qu'il y ait la CENI. Et c'est un processus qui prendra beaucoup de temps. Alors, nous pensons sincèrement qu'il ne sera pas facile d'organiser les élections au niveau de la base, puisque ça coûte beaucoup et ça risque de compromettre les grandes élections au niveau général en 2023. Plutôt ce que moi je propose, moi au niveau de notre parti INANA, nous proposons que les élections locales puissent être organisées en même temps que les élections générales. Donc on va élire les mêmes jours le président de la République, on élit les gouverneurs, parce que ce sont des réformes que nous avons données, même nous avons proposé que les gouverneurs comme les sénateurs soient élus au suffrage universel direct pour éviter la corruption qu'on a connue. Et si on le fait ça, il y a moyen d'imprimer plusieurs bulletins de façon que le même jour, on puisse élire et les conseillers des secteurs, puisqu'on n'élit pas les chefs de secteur, on élit les conseillers de secteur. Conseillers, parce que ce sont eux qui doivent au second degré, ils élisent. Voilà. Donc, mais ça dépend aussi de la loi. Si on modifie la loi, justement, c'est comme ça que nous voulons des réformes. Bon, nous avons parlé des réformes, les chefs de l'État l'a déjà dit, ça fait partie des réformes. C'est pourquoi j'ai dit que les députés nationaux et les sénateurs auront vraiment du boulot que le peuple attendait. Ils doivent travailler d'arrache-pied pour que avant 2022, qu'on puisse avoir toutes les lois disponibles en vue de nous permettre d'organiser ces élections-là. Donc, moi, je pense sincèrement on sera obligé, malheureusement, de désigner de nouveaux dirigeants au niveau de la petite territoriale, que ce soit au niveau des bourgmestres et leurs adjoints, au niveau des maires de ville et leurs adjoints, au niveau des chefs de secteur, et nous serons obligés de le faire maires de ville territoriale pendant ce temps, et naturellement, ça sera avec la majorité au pouvoir. Le chef de l'État, dans son discours, il a relevé que c'était aussi un sujet de grandes divergences entre lui et ses anciens partenaires de FCC. Maintenant, aujourd'hui, puisque l'Union sacrée, c'est une seule vision, nous voyons tous dans la même direction, le problème ne se posera plus. Mais nous aurions souhaité que même la mise en place partage des responsabilités au sein des entreprises publiques comme de la diplomatie et la petite territoriale puisse se faire le plus rapidement possible pour que les gens se mettent au travail. Puisqu'on ne peut pas avoir aujourd'hui un gouvernement frais de l'Union sacrée et avoir au niveau de la petite territoriale, au niveau de la province, des gens qui ont encore une autre vision que la vision de l'Union sacrée. C'est comme ça que rapidement, l'informateur doit descendre au niveau des provinces pour dégager la nouvelle majorité, pour qu'on puisse parler le même discours du sommet à la base Union sacrée. Très bien.
Alors, continuons quand même à parler de ce gouvernement. La configuration de ce prochain gouvernement, selon vous, devra avoir quelle taille, par exemple? Bon, moi je crois sincèrement, puisque la Constitution est claire, d'abord chaque province doit être représentée au niveau du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, bon, moi-même, je suis ancien ministre, j'ai été plusieurs fois au gouvernement. J'estime que les ministres, le vice-premier ministre, les ministres d'État, même s'il y aura des ministres délégués, ça n'est pas important pour moi, mais des vice-ministres, tous unis ne devraient pas dépasser 52. Ça, c'est mon point de vue. 52 pour dire qu'au moins, chaque province doit avoir au moins un ministère. Mais lorsque nous formons des gouvernements, pour éviter les frustrations qu'on a connues avec les... Si le FCC aujourd'hui est en déroute, c'est parce qu'il y a eu des frustrations et des injustices. Nous devons d'abord prendre en compte les poids démographiques. C'est-à-dire le nombre de députés de chaque province. Ce n'est pas normal qu'une province comme Nord Kivu, qui a 48 députés, soit 10% d'électeurs nationaux, on puisse les mettre au même pied d'égalité, que la province de Maniema, par exemple, qui n'a que 14-15 députés nationaux. Donc c'est quand même injuste. Donc vous voyez, une ville de Kinshasa qui a 10% d'électeurs, comme le Nord Kivu, 52 députés nationaux, on ne peut pas la mettre au même pied d'égalité qu'une nouvelle province, par exemple, je peux dire aujourd'hui, par exemple, Bazouélé, par exemple, qui n'a même pas 10 députés nationaux. Donc, ce sont des réalités que nous devons prendre en compte. La deuxième dimension à prendre en compte, c'est le poids politique des regroupements. Nous avons quand même des regroupements. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous avons été aux élections de 2018, mais nous avons quand même des regroupements qui sont reconnus et qu'on doit prendre en compte leur poids politique au sein de l'Union sacrée. Justement, au niveau de l'Union sacrée, s'il faut parler de regroupement, parce que vous avez cité à peu près 25 à peu près, comme ça. 25, et s'il faut les subdiviser un peu pour avoir un peu de tendances, on peut en avoir combien de groupes? Parce que, par exemple, si on parle de regroupement, par exemple, ceux qui sont du cash sont pris dans un même groupe, par exemple, et ceux qui viennent de la Mouka, MLC, ainsi que les autres groupes de Moïse Katumbi, un seul groupe, pour faciliter les choses, on peut arriver à combien de groupes? Donc si on fusionne, certainement, parce que quand je parle des 25 là, ce sont ceux qui ont pris part aux élections. Mais les arrangements là, moi j'appelle ça tricherie. Puisque même nous, AFDC alliés, nous pouvons nous arranger avec 3, 4, 5 titres, on fait un ensemble. Mais lorsque nous formons des gouvernements, nous devons former les gouvernements par rapport aux forces qui ont pris part aux élections. S'il y a des regroupements qui veulent se mettre ensemble, nous allons le prendre comme les amis de l'ensemble l'ont fait, mais ce n'est pas conditionné puisque aujourd'hui, il faudrait en plus que ces regroupements-là soient répertoriés au niveau du ministère de l'Intérieur. Pourquoi nous avons, moi je m'attaquais au FCC? C'est pas que je n'aime pas FCC, puisque j'ai trouvé que FCC n'a même pas de statut, même pas de personnalité juridique. Comment une organisation comme ça qui ne peut même pas... Vous savez que le FCC ne pouvait même pas saisir la... Même l'Union sacrée n'a pas de statut, n'a pas de... L'Union sacrée, c'est différent. Justement, parfois même les membres de l'Union sacrée ont des difficultés d'expliquer ce que c'est l'Union sacrée. C'est ce que moi j'ai dit. L'Union sacrée n'est pas un règlement politique. L'Union sacrée, c'est quand même une coalition. C'est une vision. Moi j'ai dit, c'est une coalition. Ce sont des regroupements politiques qui adhèrent à une coalition. Chacun reste dans son regroupement. C'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui, dans le partage des responsabilités au niveau du gouvernement, on ne prendra pas l'Union sacrée pour prendre, puisque c'est une vision. On prendra en compte les forces politiques qui ont pris part aux élections de 2018. C'est ça aussi la justice. Mais tout ce que nous avons en commun, comme dénominateur commun, c'est que nous tous, nous partageons la même vision. C'est comme ça que les choses se feront plus facilement, puisque nous avons adhéré à une vision, et l'initiateur de cette vision, c'est le président de la République. Il n'est pas autorité morale, mais il est initiateur de la vision. Donc c'est différent. Et là, on respecte très bien la Constitution et même le règlement intérieur de la Chambre basse, puisque chacun reste dans son parti, seulement adhère à la vision. Alors qu'est-ce qu'il faut, puisqu'on est au moment des tractations pour former le nouveau gouvernement, est-ce qu'il faut un gouvernement de chefs de partis politiques, comme c'était avec certains gouvernements qui sont passés et qui ont peut-être montré leurs limites? Ou alors il faut des technocrates, des personnes qui s'y connaissent? On ne va pas quand même
prendre un ingénieur pour mettre au ministère de la Santé, ou alors prendre, je ne sais pas, un agriculteur pour mettre aux travaux publics, par exemple. Bon. Est-ce qu'il faudrait... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de nouvelles énergies, il faut de vieux outils. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, moi j'ai d'abord peut-être une chance exceptionnelle que j'ai eue à jeune âge. J'ai été plusieurs fois ministre, j'ai survécu à plusieurs remaniements. Je peux vous dire que ce qu'on a étudié, sa formation n'a rien avec la réalité du gouvernement. Je peux vous dire, pendant que nous étions au gouvernement de Mobutu, les meilleurs ministres de la Santé, curieusement, n'étaient pas un médecin. C'était Mushobeko Kalimba Wakatana Fraten, qui était un juriste. Il a été le meilleur ministre au ministère de la Santé. Donc, une chose incroyable. Vous avez aujourd'hui un ingénieur chimiste qui est le Premier ministre actuel. Ça n'a rien avec la politique, la chimie. Mais je vous dis, il peut être même meilleur que les économistes, les juristes. Donc, ce qui est important aujourd'hui... Donc, ce ne sont pas les titres de diplôme... Les diplômes qui comptent, non. C'est d'abord l'expérience de l'engagement personnel aussi. Puisqu'il y a des gens qui se forment et qui deviennent même meilleurs. On a vu, Mobutu, il a échoué. Il était entouré par des collègues professeurs d'université, mais qui l'ont fait échouer. Donc, on a vu ici, même dans ce pays, je ne veux pas citer certains collègues, professeurs d'université, mais qui ont fait vraiment piètre figure. Mais on ne va pas aussi quand même apprendre déjà au niveau comme ça. Vous ne connaissez pas comment ça se passe. Mais vous ignorez tout ce qui est administration. Peut-être la première fois que vous voyez un signataire. Non, c'est comme ça, j'ai parlé de l'expérience. Je prends déjà comme Lumumba. Lumumba a 36 ans Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Rien du tout. Seulement, il a travaillé à la poste. Mais c'était quelqu'un, c'était un autodidacte qui était bien formé. Je prends déjà comme... Qui n'était pas universitaire. Qui n'était pas universitaire. Ngaloula Pandangila, que moi j'ai connu, il était avec moi à l'IDPF. Le tout premier ministre de l'Éducation nationale, c'était un génie. Je me rappelle, à l'IDPF, on faisait des réunions. Ngaloula ronflant. Vous le réveillez, il vous restitue tout ce que vous avez dit. Donc, il y a des gens qui sont nés génies, et on en a dans ce pays, qui n'ont rien avec les universités. Le chef de l'État actuel n'a pas fait beaucoup d'études, mais c'est un génie. Il est vraiment mieux que des gens qui ont des diplômes universitaires donc, et doctorats. Donc c'est aussi l'expérience. Moi j'ai dit, nous devons plus cultiver, privilégier les critères d'expérience personnelle. Qu'est-ce qu'on a fait dans la vie? Ce ne sont pas des diplômes. Moi je connais des collègues, même des collègues enseignants qui ont des diplômes, mais qui sont nuls. Je vous dis nuls. Un garçon, un diplômé d'État, qui peuvent être même meilleurs que eux. Donc ici, nous devons même... Donc c'est un faux débat? Non, c'est un faux débat. Moi, je crois sincèrement que... Les castings devaient tenir compte de quoi? C'est comme vous avez dit ici, il y a des politiciens qui sont aussi des technocrates. Moi, je suis politicien, je suis aussi technocrate. J'ai une formation, une expérience, je peux combiner les deux. Donc il y a aussi des technocrates qui ne connaissent rien de la politique. Je prends Ilukamba, qui est politique, mais qui est aussi technocrate. Il a travaillé, copié, un peu partout, SNTC, mais il a fait piètre figure au sommet du gouvernement. Il ne comprenait rien, il fallait demander ceci. Il est dépassé, donc ça dépend aussi de l'engagement personnel. Ça, c'est votre analyse. Non, moi je fais un constat, je vous parle des faits. Je vous parle des faits. Il y a aussi des gens qui se disent technocrates, mais qui trempent dans la magouille. Aujourd'hui, le dossier Bokangalozo est revenu aujourd'hui à le débat. On nous fait croire que tout ce qu'on nous disait hier de macroéconomie, c'était du bluff, c'était de la magouille. Donc la vérité finit toujours par triompher. Moi, je crois avec le gouvernement de Surdoué. C'est comme ça, moi je crois qu'aujourd'hui, on peut être chef de parti, faire partie du gouvernement, c'est pas mauvais. Comme aussi, on peut puiser dans l'expertise qu'on a dans les partis ou dans les regroupements. L'essentiel aujourd'hui, c'est le critère le plus important, c'est la compétence. Et la compétence, comme l'a dit Modeste Bati, le gouvernement devrait être ouvert également aux forces sociales. Tout à fait, puisque le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Ce ne sont pas seulement les politiques qui doivent s'accaparer de tout. Or, nous avons aujourd'hui, moi je connais des personnalités. Les pays n'appartiennent pas seulement aux politiques. Pas du tout, et je vous dis aussi, moi je connais des politiques. Je prends le cas de Denis Mukwege. Denis Mukwege n'est pas politicien, mais il peut être utile dans la société. Si, par exemple, on peut lui confier une responsabilité, pourquoi ne pas le faire? Nous avons des brillants compatriotes qui évoluent dans la société civile, qui n'ont rien avec la politique, mais qui peuvent apporter leur modeste contribution à la reconstruction de ce pays. Alors, une fois le gouvernement
le gouvernement nommé, investi, les priorités doivent être lesquelles? Bon, moi, sincèrement, la priorité des priorités, c'est d'abord le rétablissement de l'autorité de l'État. Et ça, au sens large même du mot, puisque l'autorité de l'État passe d'abord par taire les armes. Je ne voudrais pas, moi je vous dis, moi Willy Michiki, je vous dis, si je suis impliqué dans ce gouvernement, dans 6 mois, je compte bien, je suis un prophète, hein, dans 6 mois, on ne parlera plus des groupes armés dans ce pays. Que ce soit au Katanga, ex-Katanga, que ce soit dans l'ex-Kivu, que ce soit dans l'ex-province orientale. Puisque les problèmes des groupes armés, ce n'est pas qu'il faut aller avec des armes, non. D'abord, leur guerre, c'est une guerre asymétrique que l'armée ne peut pas maîtriser. C'est un problème d'abord de les convaincre. Puisque les groupes armés, quand vous voyez leurs revendications, ils ne veulent pas prendre... ce ne sont pas des rebelles qui veulent prendre même le pouvoir. C'est un problème de justice. Ce sont des frustrés, la plupart, des désœuvrés qui n'ont pas d'activité. Quand vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, je viens de Goma, j'ai sensibilisé des centaines de gens de chez moi, de Walikale, qui ont quitté la brousse. Ils viennent à Goma, on ne sait pas leur donner, ne serait-ce qu'à manger dans les centres de démobilisation. Mais Moussa Niamoussi a promis la même chose pour aller essayer de convaincre. C'est ça, moi j'ai dit. Mais sans résultat. C'est ce que je vous dis, les résultats, le problème c'est au niveau du gouvernement. Il faudrait que les gouvernements comprennent la question des groupes armés. La question des groupes armés, on peut avoir, même les Américains, les Marouis ne peuvent venir ici. La meilleure armée du monde, elle ne mettra pas fin, puisque chez nous, moi je suis de l'Est, et je vous dis, il y a une complicité entre nous et les groupes armés. C'est ça la vérité. Donc c'est pourquoi pour régler cette question-là, il ne faut pas aller vers les groupes armés, il faut d'abord aller vers les communautés locales. Puisque les groupes armés sont entretenus par les communautés, leurs communautés. Chaque groupe armé appartient à une communauté. Alors les groupes étrangers, moi j'ai vu le cas de Walikale par exemple. Nous avons travaillé avec les groupes armés de chez moi à Walikale pour chasser les FDLR. On n'a aujourd'hui aucun, puisque Walikale c'est aussi grand que le Rwanda, 24 500 km², et les FDLR avaient compris que c'était vraiment l'oasis où il fallait s'installer. Mais nous avons chassé tous. Il n'y a aucun groupe armé étranger chez nous. Et même les groupes armés qui sont là, chez nous, qui sont là aujourd'hui, ne sont pas des groupes armés nuisibles à la population. Oh, ils me disent, Excellence, nous sommes prêts à rendre les armes, mais on va aller où? On va nous mettre où? Donc c'est vraiment incapacité. J'ai été aussi à Beni, Lubero, puisque ma partenaire, donc, elle est de là. Plus de dialogue, plus de... Donc c'est plus le dialogue avec... Parler avec eux. Même avec les communautés. Puisque ces groupes armés, moi je suis chef coutumier, je vous parle de ce que je connais. J'ai été même à Ituri. J'ai parlé avec les Codeco, les autres là, je connais. Je vous dis, partout c'est la même chose. C'est un problème communautaire. Pour régler les problèmes des conflits des groupes armés, il faut les régler dans les communautés. Et je vous dis, 6 mois c'est beaucoup. Si Sama, Lukonge, s'implique, puisque l'autre là ne connaissait même rien, voilà, pendant 15 mois qu'il était au gouvernement, il ne s'est jamais rendu même à l'est du pays. S'il allait loin, il allait chez lui au Katanga, voir ses fermes, ses biens, ses maisons, il revenait. Il n'y a pas longtemps qu'il s'est rendu en vacances ici à Mwanda, le Premier ministre. Pendant 15 mois, alors, vous êtes chef du gouvernement. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État. Vous savez, ici, dans la Constitution, chez nous, le président règne mais ne gouverne pas. Les responsables, les chefs de l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. Et il a beaucoup de pouvoir. Mais si vous avez un Premier ministre, moi j'ai dit, les choix opérés par les chefs de l'État, c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui peut se déplacer, qui peut imprégner les problèmes. Qui est mobile mobile et palper la réalité. Moi j'ai dit, tout ce que je vous dis ici, nous leur avons dit déjà aux gens. Mais les gens n'ont pas la bonne volonté, les autorités n'ont pas la bonne volonté. Maintenant, comme nous avons un gouvernement de l'Union sacrée, notre propre gouvernement, où nous ferons partie, nous allons l'accompagner pour que dans 6 mois, je vous dis bien, retenez bien, si vraiment on nous écoute et on accepte qu'on les accompagne dans 6 mois, les problèmes d'insécurité à l'Est appartiendra au passé. Très bien. Alors, tournons quand même de chapitre, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Nous ne pouvons pas quitter ici sans mettre un mot, en tout cas, sur l'élévation du président Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. En tout cas, c'est depuis à peu près plus de 50 ans où on n'a pas eu un président de la RDC pour diriger
être à la tête de l'Afrique. Pour vous, c'est un honneur ou alors c'est trop fort comme responsabilité? Oui, c'est quand même une opportunité pour la RDC de faire entendre parler de soi. Vous savez que depuis un certain temps, on a donné une mauvaise image au niveau de la communauté internationale. Et je pense que puisque le président de l'Union africaine, il faut le dire, c'est le président de l'Afrique, c'est l'interface de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État vient d'être invité à Rome au sommet des G20. Comme les représentants de l'Afrique aujourd'hui, il n'y aura rien qui pourrait être décidé en Afrique sans Félix Tshisekedi. Nous-mêmes, on a été victimes plusieurs fois des violations de nos frontières, des problèmes d'insécurité à l'Est, un peu partout. Même aujourd'hui, sur le plan international, nous sommes parmi les grands protecteurs de l'environnement. Nous sommes les poumons même du monde. Mais qu'est-ce qu'on reçoit au retour? Rien du tout. Alors que c'est un agent international. Ce sont les pollueurs encore qui viennent encore prendre tout ce que nous avons. On nous interdit de couper les arbres, de faire ceci et cela, mais en contrepartie, il n'y a rien. Donc, nous pensons que c'est une opportunité pour non seulement la RDC de faire entendre sa voix, mais aussi au chef de l'État qui vient même de l'opposition. Vous savez que lui vient de l'opposition. Il a une autre vision des choses de ce pays. Et pourquoi? Lorsque, par exemple, on a accès aujourd'hui à la priorité sur la mise en œuvre, la mise en place de la zone de libre-échange du continent africain, nous devons, nous ici, être très compétitifs, nous préparer à ça pour que nous puissions aussi produire, pour ne pas être victimes seulement de consommer les autres, parce qu'on ne doit plus, dans les années à venir, compter sur les recettes douanières, quoique encore 80% à 90% de nos recettes douanières sont des recettes en dehors du continent africain, puisque la plupart des biens que nous importons viennent de l'Asie, de l'Europe, tout ça. Justement, c'est sur base de ça que vos anciens collègues de la MOUCA, qui sont restés à l'opposition, notamment M. Mouzito, dit que le chef de l'État ne peut pas réussir, surtout avec le bien-être social, le terrain social au niveau local, ici au niveau national, parce que d'abord le budget n'est pas assez favorable, à peine 3,5 milliards de dollars de recettes propres, et avec ça, une bonne partie va avec le fonctionnement des institutions. Le train de vie des institutions est trop élevé, et aussi avec cette zone de libre-échange, en tout cas, il y aura baisse de nos recettes, et finalement, on se réjouit. Cependant, ça va apporter beaucoup plus de mal que de bien pour notre pays. Non, il faut d'abord dire une chose, que le budget, lui-même a été ministre du budget, il a été aussi premier ministre, il sait très bien que les budgets que nous publions chaque année n'ont jamais été réalistes, ne reflètent pas la réalité. Dans quel pays du monde tu peux trouver un pays où il y a des hommes ou des entreprises plus riches que le pays? Ce n'est pas possible, parce que chacun doit payer. C'est la Constitution, je crois, article 65 de la Constitution. Chacun doit payer l'impôt. L'impôt est obligatoire. Alors, comment expliquer que dans un pays comme le nôtre, je donne ça, des petits exemples. Vous prenez 6 communes. Le capital social de ces communes, c'est 6 milliards de dollars. Vous prenez Tenke Fongoro, mais 6 milliards. Vous prenez chez moi Alpha Mine, plus de 1 milliard. Vous prenez, je vous cite seulement la société minière, pas encore pétrolière et conso. Vous prenez Kibali Gold Mining, plus de 2 milliards. Vous prenez Banero, plus de 1 milliard. Donc, rien que si ces sociétés-là payaient, puisque c'est la Constitution, ce n'est pas nous, c'est l'impôt, 40%. L'État, c'est les 40% sur les bénéfices annuels. Sur les bénéfices annuels, puisque tout dépend de ces bénéfices annuels. Le bénéfice minimum, c'est 20% ici. Bénéfice, c'est minimum 20%. Donc, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est pourquoi moi j'ai dit, avec le rétablissement de l'autorité de l'État, si nous arrivons aujourd'hui à mettre fin au coulage des recettes, à mobiliser toutes les ressources, le budget irait même à 30, 40 milliards de dollars dans ce pays, puisque l'argent est là, mais seulement l'argent n'est pas suffisamment mobilisé. Très bien. Prince Willy Michiki, regardez droit devant votre caméra, et puis
votre dernier mot parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Les derniers mots, je voudrais seulement dire brièvement que nous devons soutenir ce gouvernement d'union sacrée. Nous avons tous sacrifié tout ce que nous avions déprécié. On a mis de côté nos partis politiques, nos intérêts partisans tels que le chef de l'État, qui est le visionnaire même de cette union sacrée, nous l'a demandé. Je demande aux Congolais de faire la différence, de soutenir ce gouvernement et de voir dans 3 ans, nous allons faire l'évaluation. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais moi, je suis optimiste que si vraiment nous nous mettons tous au travail, nous n'avons pas besoin ni de la Banque mondiale, ni du FMI, ni de la BAD, ni de qui que ce soit, puisque nous avons l'argent chez nous. C'est question seulement de les canaliser vers les trésors publics et on va résoudre tous les problèmes des Congolais qui rongent la société aujourd'hui. Willy Michiki, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Au revoir.